On y va. C'est le nous fait. Alors, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez très bien. De mon côté, ça va, par la grâce de Dieu, je suis là, ça va. Seulement que il fait très chaud, mais bon, ça va. Ce jour est chargé d'actualité politique et j'aimerais donner mon point de vue, surtout par rapport à la rencontre Cap Côte d'Ivoire RADP. Bon, pour être clair, je ne suis pas contre l'idée, parce que c'est ce qu'on a toujours réclamé. On a toujours dit qu'il faut qu'on s'asseye, on se parle pour s'entendre. Parce que c'est ça, la lutte politique que nous menons, nous la menons pour le bien-être de la population. Bonsoir camarade Léa. Alors, donc, si nous menons une lutte pour le bien-être de la population, on doit se parler quand on constate qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça, c'est important. Mais ce que je décris un peu dans ces pourparlers-là, c'est le manque de respect que je décris un peu. Je décris totalement le manque de respect. Parce que la CAP Côte d'Ivoire a adressé une demande au gouvernement. La CAP Côte d'Ivoire veut échanger avec le gouvernement. Parce que là, il ne faut pas confondre. Oui, je vais bien, merci. Merci bien. Il ne faut pas confondre le parti politique et le gouvernement. Ou alors qu'on nous dise que nous sommes dans un parti État. Là, on peut comprendre. Nous avons toujours demandé que les choses, parce que j'ai écouté Bakongo dire qu'il faut qu'on respecte les lois que nous-mêmes nous donnons. Peut-être qu'il ignore, mais lui-même déjà, il ne respecte pas la loi parce que quand on adresse une demande au gouvernement, c'est le gouvernement qui répond. C'est dans un cadre bien précis. Parce que les problèmes qui vont être adressés, c'est-à-dire il y a la relation entre le gouvernement et les partis politiques. Le gouvernement doit avoir l'écoute des partis politiques. Parce que le gouvernement déroule, comment on appelle ça, la politique du pays, de l'État. Donc le gouvernement est considéré comme cet élément central-là qui écoute tous les autres partis politiques et qui analyse les questions, les problèmes. Même pas s'adresser à un parti politique qui est le RADP. C'est pourquoi il dit qu'il faut qu'on redéfinisse les choses. Est-ce que nous sommes dans un parti État ou bien nous sommes dans un État? Parce que tant qu'on n'a pas cette culture, il y aura toujours des problèmes. Et moi, j'ai un problème avec ça. Souvent, ceux qui parlent, il y a des gens qui parlent, qui viennent écrire, ils ne savent pas de quoi je parle au fait. Parce que ils ont grandi dans une situation où il y a toute une confusion. Non seulement ils ont grandi dans cette situation-là, mais ils ne font pas des recherches pour voir le fonctionnement un peu de l'État, c'est quoi un gouvernement, comment les choses fonctionnent. Et donc ils confondent tout.
Moi, je ne suis pas de ce truc-là. C'est pourquoi je dis qu'il y a un manque de respect dans ce qui s'est passé. On adresse une demande au gouvernement, le gouvernement accepte et le gouvernement reçoit ceux qui ont fait la demande. Et le gouvernement les écoute ensemble, ils discutent des problèmes. Mais quand le RADP vient discuter avec la CAP Côte d'Ivoire, franchement, ça me met mal à l'aise. Ça me met très mal à l'aise. Parce que le RADP représente le gouvernement ou bien c'est quoi? Je ne sais pas. Même si le RADP, le gouvernement est aux couleurs du RADP, mais quand même, il faut savoir faire des choses. Parce que là, on veut s'adresser au Premier ministre. Mais il n'y a que des membres d'un parti politique qui viennent pour discuter avec une organisation politique. Moi, depuis le début qu'ils ont dit que cette rencontre devait avoir lieu avec le RADP, j'ai jamais aimé. Parce qu'il faut qu'on se respecte. Il faut qu'on enseigne à ceux qui nous regardent, ceux qui nous suivent, que dans un État, les choses ne fonctionnent pas comme ça. Et quand j'ai commencé ce direct, j'ai dit que nous ne sommes pas contre que les partis politiques se parlent. Mais ici, là, il ne s'agissait pas de parler aux partis au pouvoir. C'est-à-dire que le RADP, il ne s'agissait pas d'une conclave entre le RADP et les autres partis politiques. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Il s'agissait d'une conclave entre la CAP Côte d'Ivoire et le gouvernement, c'est-à-dire le gouvernement de M. Begré Mambé, où le Premier ministre est assis et on lui adresse tous les problèmes et on discute de ces problèmes-là. Bonsoir, grande sœur Ethan. Mais c'est un parti politique qui vient. J'ai un problème avec ça. J'ai vraiment un problème avec ça. Et quel que soit ce qu'ils vont se dire, je sais que c'est l'hypocrisie qui va sortir dans ça. Il sortira l'hypocrisie, comme d'habitude. Il faut quand même donner une forme institutionnelle à ce qu'on fait. Mais on ne peut pas toujours se comporter de cette façon, ne pas respecter les autres qui sont en face. Ce n'est pas normal. Et ça, je le décris. Ce n'est même pas normal. Le jour où on demande une conclave avec un parti politique comme le RADP, là on peut s'asseoir, ça c'est entre partis politiques. Mais pour des problèmes comme, est-ce que c'est le RADP qui va régler les problèmes de, comment on appelle ça, de la révision de la liste électorale? Non, ce n'est pas le RADP qui doit régler ça. Est-ce que c'est avec le RADP on va parler de la réinsertion de tous ceux qui ont été indûment retirés de la liste électorale? Non, le RADP, c'est parce que ce n'est pas dans son intérêt. Le RADP, là, lui, ce n'est pas dans son intérêt, donc ce n'est pas à eux de nous donner ces solutions-là. Ils n'ont pas ces solutions. Voilà, donc ils vont nous tourner en bourrique. Ils vont nous tourner en rond. Ils vont venir faire l'hypocrisie avec nous. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec. Parce qu'il faut qu'on apprenne à ces gens-là comment un État fonctionne. Dans les partis, dans tous les pays du monde, quand il y a un problème, les partis politiques discutent avec le gouvernement. C'est comme ça que ça se passe. Mais en Côte d'Ivoire, on a notre façon de faire. Après, les choses nous rattrapent. Et c'est ce que j'ai toujours reproché aux gens qui aiment attaquer Charles Blé Goudé inutilement. Parce que ce dont Charles Blé Goudé parle, par exemple, il parle de poser des bases solides. Des bases solides. Parce qu'il ne faut pas faire des choses, un arrangement, une compromission. Ce n'est même pas un compromis, mais une compromission. Et demain, ça nous rattrape. On a beaucoup de ces cas, mais des gens ne veulent même pas ouvrir les yeux. Parce qu'ils sont poussés par le fanatisme. Ils vont avec le fanatisme.
Moi, je me demande si c'est par manque de sagesse ou bien c'est carrément par soif du pouvoir, ils font leurs choses. Parce que si c'est par soif du pouvoir, ils font leurs choses, on sera toujours dans les mêmes problèmes. Il faut savoir poser des pas. Quelque chose t'est arrivé hier. Si ça t'arrive, prends ton temps, analyse, il faut t'orienter. Il faut prendre des décisions. Même si cette décision doit te coûter, il faut la prendre. Il faut dire que oui, c'est vrai, mais moi, je ne peux pas me mettre dans ça. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est devenue un champ. Et puis, c'est la politique ivoirienne. On est dans des intérêts. Ce sont les intérêts. Et ceux-là qui applaudissent tout ça, je me pose la question. Est-ce qu'ils savent que la plupart des décisions qui sont prises de cette façon-là, c'est eux qui payent majoritairement les conséquences de ces décisions. Ils ne pensent pas à ça, ils ne réfléchissent pas à ça. On n'applaudit pas tout. Donc moi, je ne suis pas d'accord avec cette rencontre-là. Voilà. Et j'écoutais Big Togo en train de dire que non, il faut respecter les règles que nous-mêmes, nous prenons. Mais, monsieur le ministre, ça, tout le monde peut dire ça sauf vous. Et ça me fait mal. Tout le monde peut dire ça sauf vous. Parce que, quelles sont les règles que vous avez une fois respectées au RADP? Aucune. Prenant même les condamnations arbitraires de gauche à droite, aucune règle n'a été jamais respectée. Aucune. On peut condamner quelqu'un, c'est-à-dire que c'est comme on regarde le prix, la tête du mouton et puis on lui donne un prix. C'est de cette façon que vous condamnez les gens. Quand on prend les cas, on vous demande pourquoi lui là il a été condamné. Il n'y a aucune raison. Vous demandez aux autres de respecter les règles. De quelles règles il s'agit? Ce sont des questions que nous nous posons. Donc cette rencontre-là, moi je la réprouve. Non, je la réprouve parce que c'est un manque de respect. On peut se rencontrer avec le RADP, c'est normal. Si on le veut bien, on le souhaite, on peut demander une rencontre avec le RADP pour parler avec le RADP. Mais ici, on a demandé une rencontre avec le gouvernement. Le RADP n'est pas le gouvernement, c'est pourquoi je dis qu'on nous dise que nous sommes dans un État parti. Si c'est un État parti, ok, il n'y a pas de souci. Donc ça veut dire que c'est le gouvernement qui est là. Mais on n'a pas vu la tête du Premier ministre, celui à qui on doit remettre nos revendications. On parle de la révision de la liste électorale. On parle de la réinscription de ceux-là qui ont été retirés de la liste de façon arbitraire. On parle aussi, comme on appelle, de la réforme de la CEI. Mais tout ça là, est-ce que ça va dans le sens du RADP? Pendant que vous êtes tous en train de lutter quelque chose, et ce qui les arrange, c'est ce qu'ils vont faire. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ou bien ils sont le porte-parole du gouvernement? Je ne sais pas. Je ne vois même pas. Je ne vois pas ça. Il faut qu'on apprenne franchement à dire aux gens que ça suffit. Ça suffit. Il faut qu'on se respecte dans ce pays. Parce que cette rencontre-là, pour moi, elle est nauséabonde. Elle pue totalement d'hypocrisie. Il n'y a aucune base qui sera posée là. Parce que qu'est-ce que le RADP va concéder en tant que parti politique? Qu'est-ce que le RADP va céder s'il y a eu un compromis? S'il y a eu un compromis, si on doit parler de compromis, qu'est-ce que le RADP qui est en même temps concerné par ce qu'on demande là? Qu'est-ce que le RADP va céder pour dire que bon, en tant que gouvernement, voilà. Alors que le gouvernement peut céder des choses. Le gouvernement, lui, il peut céder. Mais le RADP, comment je peux donner le terrain à un adversaire? Ce sont des questions qui se posent. On me dit que Charles Blé Goudé il n'est pas candidat, son nom a été retiré. Et puis moi qui suis son adversaire direct là, il va dire mettez-le, sachant bien sa force. On me dit que Gbagbo a été retiré. Et puis moi, opposant, son adversaire, il dit mettez son nom, sachant bien sa force. Ça dit que je ne vais pas me mettre une corde au cou pour qu'on puisse me tuer. Ils ne sont pas Gbagbo ceux-là. Donc ils ne pourront jamais apporter une solution
à nos problèmes qu'on a toujours discutés, qu'on a toujours adressés. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Mais dans un bon cadre, c'est-à-dire la rencontre avec comment on appelle, le Premier ministre avec le gouvernement, ici, là, ça prend une autre allure. Ça prend une autre allure parce que le monde sera regardant. Ils diront que bon, voilà ce qui a été décidé avec la primature, ou bien du moins c'est le gouvernement. Et voici des questions sur lesquelles vous avez débattu. C'est comme ça. Mais ici, là, moi, ma question est, qu'est-ce que le RADP peut apporter? Surtout que le RADP est un concurrent. Ils vont venir nous tourner en rond là, avec le même verbe, avec les mêmes choses. On ne va pas bouger d'un seul iota. Voilà. Ça sera encore là, et on sera encore dans un jeu de dupes. Parce que je ne sais pas à quel titre ils sont venus là. Je ne les vois même pas encore. Je ne sais pas à quel titre ils sont là. Il faut amener les gens à respecter, à respecter les autres. Il faut vraiment les amener à respecter les autres. Voilà. Et puis, il n'y a pas plusieurs façons de les amener à respecter les autres. Il faut leur dire de respecter ce qui est là. Comment fonctionne un État normal. C'est ça. Ici, par exemple, où nous sommes dans les pays des gens, quand il y a un problème que les partis politiques veulent s'exprimer, mais ils s'adressent au gouvernement, ils ne s'adressent pas à un parti politique. Souvent, on nous dit non, il faut une solution ivoirienne. Mais on a plusieurs fois tenté de trouver des solutions ivoiriennes. Il n'y a pas de solution. Mais c'est Eka. Il n'y a jamais eu, ça dit que rien n'a jamais été respecté, les solutions ivoiriennes. Parce que tout est fait de dupes. Tout est fait déjà avant même que les gens qu'on ne pense même à ça. Chacun a déjà son plan B. Et puis bon, ils s'en vont. Et donc ça tire les ficelles. On ne réussit jamais. Voilà. C'est de ça qu'il est question. Moi, franchement, j'aurais été moi, j'allais demander au RADP que non. On aura une rencontre avec vous, entre nous, partis politiques. Mais pour l'instant, là, on veut rencontrer le gouvernement. C'est ce qui est clair. Parce que le RADP ne peut pas apporter une solution à nos problèmes. Voilà. Le RADP n'apportera jamais une solution à nos problèmes. Et ce n'est pas à Cissé Bakongo de venir nous dire de respecter les lois. Pendant qu'eux-mêmes, ils ne respectaient rien dans ce pays. Ils ne respectaient rien. C'est ce qui est la vérité. Ils ne respectaient rien. On peut condamner quelqu'un comme ça, et puis, sans même suivre la procédure judiciaire, on te condamne. Ou bien dans un pays où il y a 2 poids 2 mesures, on peut aller attraper quelqu'un qui a émis un commentaire sur Facebook en application d'une loi qui a été créée récemment. On le prend, on le met en prison. Mais la même faute va être commise par quelqu'un de leur côté. Celui-là, ils vont le libérer. C'est-à-dire qu'ils ne vont même pas l'attraper. On a vu quelqu'un qui avait machette qui dit qu'il va couper la tête à Gbagbo. Ce quelqu'un-là, on ne l'a jamais présenté. PLCC ne l'a jamais présenté pour dire qu'on l'a arrêté, il est en prison. Jamais. Joël Nguessan a dit des choses. Et ce qu'il a dit n'était même pas mauvais. Mais c'est comme une interpellation. Il a juste dit ce que les gens pensent, que la justice, elle est téléguidée. Donc c'est pour que vous puissiez changer. Il a été arrêté après quelques jours. On l'a libéré quand il a présenté une lettre pour s'excuser. On l'a libéré. Par contre, il y a des gens même qui n'ont rien fait, qu'on a mis en prison, qui sont là-bas. Ils ne sont jamais passés devant un juge. Ce n'est pas à eux de nous apprendre, de nous dire qu'il faut qu'on respecte les lois. De quelles lois il parle, M. Cissé Bakongo?
qu'on doit respecter. C'est à eux de donner l'exemple parce que c'est eux qui sont le parti au pouvoir. Donc c'est eux leur exemple qu'on doit regarder. Mais ils ne l'ont jamais fait. Ils ne l'ont jamais fait. C'est quelle Côte d'Ivoire on veut vraiment construire? Une Côte d'Ivoire qu'on va construire dans la marmaille, où des gens sont là, ils soutiennent ce qui est faux. Ils voient très bien que ce qu'ils disent là, c'est faux, mais ils soutiennent ça. Ils soutiennent quand même. Ils ne pensent même pas à demain que ça peut nous rattraper. Ça peut nous rattraper. Certains sont là, on leur fait de simples propositions. Ils vont trouver que quelqu'un s'est rébellé, alors que c'est une proposition. C'est-à-dire en interne même des gens qui se disent des démocrates ne le sont même pas. En interne, un débat qui se passe en interne, on peut le retrouver demain sur les réseaux sociaux. Alors que c'est un débat qui se passe en interne pour parfaire les choses. Si je fais une proposition et que la majorité m'écrase, je me tais parce que c'est comme ça, c'est la règle de la démocratie. Mais on va retrouver ça sur les réseaux sociaux. Parce que là, on voit que on vient d'offenser quelqu'un. Ou bien, on est devenu automatiquement, on va nous estampiller comme étant des rebelles. On s'est rébellé. Donc, on va se retrouver sur les réseaux sociaux. Et je vois des gens qui applaudissent ça. Ça dit qu'il n'y a même pas un petit sens d'analyse pour comprendre réellement si ça là c'était bien ou bien c'était pas bien. Non. Et c'est comme ça qu'on vit en Côte d'Ivoire. Des gens vivent comme ça en Côte d'Ivoire. Nous ne sommes pas en train de construire un pays. Et ça, je vous le garantis. Voilà. Si on n'est pas rigoureux sur ce qu'on fait, on sera toujours dans les problèmes. Parce qu'on va aller de compromission. Moi, je n'appelle pas ça compromis. Hein, où on dit à l'autre, il faut venir. Hier, tu étais le tueur. Tu as tué ma maman, tu as tué mon papa. Mais je vois que tu es important aujourd'hui, donc viens. On sera ensemble. Mais quand on finit de prendre le pouvoir, là, je fais quoi avec lui? Est-ce qu'on se pose ces questions-là? Quand on finit de prendre le pouvoir, celui qui a tué ma maman hier, mon papa, mon frère, mon neveu, qui a violé mes parents et autres, pour une histoire de fauteuil présidentiel, je dis viens, j'efface tout. Maintenant, au moment où j'ai besoin de toi, là, j'efface tout. Je te fais passer pour un héros. Toi, tu es le héros. Si Dieu permet qu'on prenne le pouvoir, quel sera son sort? Il ne va pas encore réclamer son gâteau. Il ne va pas réclamer sa part du gâteau. Il ne va pas dire qu'il ne va pas poser des conditions et se rebeller encore. Ce sont des questions qu'il faut se poser. Mais souvent, on se dit quoi? Il faut se mettre dans des alliances ou bien dans des trucs parce que on veut faire mal à lui là. C'est tout ce qu'on recherche. On veut faire mal à lui. Je lui ai fait mal. Non, tu ne lui fais pas mal. C'est à toi-même que tu fais mal. Parce que maintenant, si celui qui te dit attention, celui avec qui tu veux te mettre là, son passé, son présent n'ont pas changé. Il est la même personne. Donc fais attention. Lui, il t'a prévenu. Tu peux bien te moquer de lui. Mais les conséquences là, c'est toi qui les payes après. Et ça sera inévitable. Parce que nous sommes dans un game où chacun veut le pouvoir. Où l'autre ne voudra pas être le second de l'autre, ou bien il ne va pas vouloir être le porteur du sac. Ça là, il faut qu'on comprenne. Quand tu parles, on dit que opposition opposée aux opposants. On ne sait pas de quoi on parle. On ne sait pas de quoi il parle du moins. Mais nous sommes lucides. C'est pourquoi je récuse cette rencontre avec le RADP. Je récuse ça avec la dernière énergie.
Parce que j'aime pas les jeux du dupe. J'aime pas... On parle de la Côte d'Ivoire. Comment les gens voient la Côte d'Ivoire demain? C'est ça qui est important. Qu'est-ce que nous apportons demain? Comment les gens doivent nous regarder désormais? Si on veut vraiment un changement au niveau de la Côte d'Ivoire, allons-nous continuer à rester dans ces jeux de dupes-là? Parce que, voilà, j'ai besoin momentanément du pouvoir, donc je vais faire des arrangements. Et quand tu ne rentres pas dans ce contexte, toi qui dis que cet arrangement-là, il n'est pas bon, c'est toi, on voit comme quelqu'un qui n'aime pas les Ivoiriens, qui est traître, qui est, comment on les appelle là même, qui mange avec X, Y. Juste parce que toi, tu vois que ce qui vient là, il faut faire les choses bien. Pour ne pas que demain, on ait à encore régler d'autres problèmes. Merci Richemont. Et ils ne voient pas ça comme ça. Là, ils vont te dire que, ah oui, tu n'aimes pas la Côte d'Ivoire, tu n'aimes pas le peuple. On ne règle pas un problème d'un pays sous le coup de, je dirais, de l'émotion et puis à court terme. On ne règle pas le problème d'un pays à court terme. C'est-à-dire, c'est comme quelqu'un qui a faim maintenant et donc tu cherches à manger pour être rassasié maintenant. Il ne pense pas à demain. Il ne pense pas à demain. Il ne sait pas ce qu'il attend demain. C'est à ça que nous assistons en Côte d'Ivoire. Oui. Et quand tu regardes, souvent, ça te donne un mal de tête parce que tu te dis que c'est pour rien on se fatigue. Parce que les gens regardent qu'à leur intérêt. Et ils prennent leur intérêt là, ils mettent ça devant et puis ils disent que non, on lutte pour l'intérêt général. C'est faux. C'est faux. On ne lutte pas pour l'intérêt général. Si on luttait pour l'intérêt général là, il y a une façon de faire les choses pour ne pas que ceux pour qui on lutte, on dit qu'on lutte là, ne soient pas dans des problèmes demain. Moi, j'ai toujours pris des cas qui sont concrets, qu'on peut vérifier, vérifiables partout. Bonsoir, Poutine, son femme. Ces cas-là sont vérifiables. La Côte d'Ivoire est là. Quand tu regardes dans l'histoire de la Côte d'Ivoire et les différents problèmes que nous avons connus, ces problèmes ont eu une source. Cette source-là est partie du fait qu'il y a eu une légèreté. C'est ça, Richemont. Il y a eu une légèreté. On se dit quoi? On se dit qu'il faut accepter au nom d'eux. Il faut accepter au nom d'eux. Mais c'est dans au nom d'eux là, on a tous les problèmes aujourd'hui. Parce qu'on n'arrive pas à régler les problèmes à long terme. On ne dit pas que oui, on peut le faire au nom d'eux, mais et demain. Parce qu'il ne faut pas régler un problème temporairement. C'est-à-dire qu'on le règle maintenant et demain, qu'est-ce qu'on fait demain? Donc, il faut avoir une projection, une large projection de ce qu'on fait. Pour ne pas que le peuple ait à souffrir demain. Donc, il faut poser des bases solides. Si on a une constitution qui dit tant, il faut respecter cette constitution. S'il y a une loi qui dit ceci, il faut la respecter. Voilà. Mais c'est au nom d'eux, aujourd'hui, on a des problèmes. Dans notre propre pays, on a des problèmes. Parce qu'on veut satisfaire, je sais pas, on veut satisfaire l'autre ou bien on veut se satisfaire soi-même. Et donc, on prend des décisions qui finalement deviennent une gangrène, qui devient une plaie pour le pays. Et des gens ne réfléchissent pas à ça. Ils sont dans maintenant. Ils ne sont pas dans demain, après-demain et toujours. Ils sont dans maintenant. Là où je parle là, maintenant, là, c'est ça. Ou ils sont dans une histoire de je veux faire mal à lui là. Donc même si je vois que
la décision que je prends là, elle ne sera pas bonne demain, mais je vais la prendre parce que j'ai envie de faire mal à telle personne. Non, tu ne fais pas mal à la personne. Tu auras ça sur ta conscience durant, c'est-à-dire même si tu es mort. Et ceux qui t'ont aidé là auront ça sur leur conscience. Donc les problèmes de la Côte d'Ivoire doivent être adressés avec sérieux. Voilà. Les problèmes de la Côte d'Ivoire doivent être adressés avec sérieux. Ce n'est pas dans la complaisance. Parce que c'est la complaisance qui nous amène aujourd'hui là où nous sommes. Ah, Ouattara en train de nous marcher là-dessus. Ah, c'est à partir de la complaisance là on est arrivé là. Mais si on a fait cette première erreur qui nous conduit à là aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que nous allons faire la repetita bis, la bis repetita, c'est-à-dire on va répéter les mêmes choses? Est-ce qu'on va répéter les mêmes choses? Mais vous viendrez ici dans 2, 3, 4 ans, 5 ans pour nous dire que ceux-là, ils ont eu raison de dire ça. Mais pour l'instant, là, vous êtes attirés par, comment on appelle, la volonté de faire mal à quelqu'un ou bien la volonté de satisfaire un besoin présent. Donc, vous ne voyez pas. Ou peut-être vous voyez, mais ça ne vous dit rien. Mais dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, vous viendrez nous dire que ceux-là, ils ont eu raison. Ils ont eu raison d'être fermes sur leur position. Vous nous diriez ça. Parce que nous, on voit les choses venir. On les voit venir. J'aime pas les choses qu'on règle de façon complaisante. Voilà. C'est ce que j'ai voulu vraiment que les gens sachent. Cette rencontre RADP, la Cap Côte d'Ivoire, n'aurait pas dû avoir lieu. Marie, bonsoir. Comment tu vas? Je vais très bien, merci. Merci. C'est ça. Et c'est ça qui est la vérité. On n'a pas adressé un courrier. On n'a pas adressé un courrier au RADP. On a adressé un courrier au gouvernement de Côte d'Ivoire. Donc le gouvernement de Côte d'Ivoire doit être disposé, prédisposé à nous recevoir, nous entendre, nous écouter. Parce que c'est son rôle. Parce que le gouvernement, lui, il développe la politique de l'État. C'est lui qui développe la politique de l'État. Et la relation gouvernement-parti politique, c'est une relation d'écoute, d'échange, une relation je dirais, à chaque fois qu'on peut, dans laquelle il faut toujours régler les problèmes qui sont susceptibles de mettre le peuple dans des problèmes. Dieu merci si tu vas bien. Vous comprenez? Mais on ne peut pas s'adresser à un concurrent. Qu'est-ce qu'il peut apporter un concurrent, le RADP? Il ne va rien apporter que nous creuser. C'est-à-dire que creuser en bas pour nous faire tomber. Il n'apportera rien. Il va creuser en bas pour nous faire tomber. Et ça, ce n'est pas un cadre formel. Alors, la rencontre RADP et la Cap Côte d'Ivoire, ça, pour moi, ce n'est pas un cadre formel. Ça, c'est un cadre informel. Ça n'a rien à voir avec l'État de Côte d'Ivoire, avec le gouvernement. Le gouvernement qui doit recueillir les préoccupations des partis politiques et les remonter ensuite. À qui de droit? Parce que de toutes les façons, il y a ce qu'on appelle le pouvoir discrétionnaire. Qui là, en haut là-bas. Donc ce pouvoir discrétionnel-là peut permettre à celui qui est à la tête de l'État de dire que bon, ok, comme ils ont fait des propositions, ils ont dit des choses pour éviter beaucoup de choses, alors on accepte. Mais qu'est-ce que le RADP va dire? Le RADP va marquer simplement que oui, on a eu une rencontre et ça a été mis rencontre avec, comment on appelle, avec le gouvernement, une demande de rencontre. Mais eux, ils vont mettre dans leur papier que oui, tel jour, vous avez eu, comme ils ont l'habitude de mentir, ils vont aller maintenant sur, comment on appelle, la NCI,
pour dire que oui, le gouvernement, on a discuté avec la CAP Côte d'Ivoire, voilà ici des points sur lesquels on s'est entendu. On connaît leur fonctionnement. On connaît leur fonctionnement. Donc pour moi, franchement, je recuse ça. Non. Voilà. Voilà. Et le deuxième point que je voulais attaquer, et je voudrais que ça soit clair dans la tête des uns et des autres. Des gens pensent que, parce que c'est un commentaire qui m'a marqué, hein, c'est à partir d'un commentaire. Ça m'a vraiment marqué parce que les gens ne comprennent pas notre position vis-à-vis de ceux qui sont autour de Gbagbo. D'abord, je le rappelle, parce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, c'est devenu une règle, ou du moins une façon une habitude. Il y a des gens qui provoquent, mais ils n'assument pas. Après, ils se cachent, ils disent que non, c'est vous qui dites ça. Je vais, pour une fois, le dire. Le COJEP, sa création, d'abord, c'était un mouvement de soutien, un mouvement de pression. Et après ça, il est devenu parti politique. Mais nulle part, vous n'allez entendre un discours comment on appelle, lorsque le COJEP est devenu parti politique, vous n'allez entendre que nous sommes devenus parti politique parce que dans le FPI, parce que c'est le FPI qui était là, ou bien la LMP, voilà, on veut aller combattre la LMP, ou bien on veut aller combattre le FPI. Jamais. Le COJEP est devenu parti politique comme tout autre parti. Ça, c'est d'abord, je voudrais que ça soit clair. Maintenant, comment le COJEP et ce qui est devenu maintenant PPAC, il y a des bisbilles, ou bien il y a des tyrannements. Quand un responsable de PPAC prend la parole ouvertement pour dire que on va combattre, c'est le mot qui est là, on va combattre Charles Blé Goudé, on va combattre le COJEP comme tout autre parti, c'est une déclaration. Elle est forte. Cette déclaration-là, elle est forte. Parce que le COJEP n'est pas né dans l'esprit de combattre un parti de gauche. Ce n'est pas dans cet esprit-là que le COJEP est né. Et dans aucune déclaration des responsables de COJEP, il n'a été dit que nous sommes créés parce que, bon, on n'était pas d'accord avec le FPI ou bien la LMP, et donc on a été créés pour les combattre. Jamais. C'est un parti de la gauche aussi, qui a été créé. Mais quand un responsable d'un parti politique, et de surcroît de la gauche, et de surcroît du parti du président Laurent Gbagbo, un responsable prend la parole, dit qu'on va combattre le COJEP, ça ils ont oublié. Ça dit, déjà même ils ont oublié. Ils ne savent pas que ça là, ça ne vient pas du COJEP, mais ça vient d'eux. Sur la base de quoi? Pourquoi cette déclaration? Pourquoi faire une déclaration qu'on va combattre le COJEP? Et pourtant, il y a des partis qui sont créés, qui sont là. Pourquoi ne dit-on pas qu'on va combattre l'URD, on va combattre, je ne sais pas quel parti encore là, qui sont là, tous ces partis-là. Mais spécialement le COJEP, ils ont déjà oublié ça. Mais ils n'ont pas on pourrait se limiter aux propos, parce que c'est ce que nous, on a étudié. Quand quelqu'un dit « je vais te tuer », il ne t'a pas tué. Il ne t'a pas tué. Il a dit « je vais te tuer ». Ça peut être des propos sous l'effet de l'émotion. Donc il a dit « je vais te tuer », mais il ne t'a pas tué. Donc si effectivement tu as été tué, on ne vient pas l'attraper parce qu'il avait dit « je vais te tuer ». Lui, il peut l'avoir dit,
sans toutefois avoir d'autres choses dans la tête. Il a dit simplement, et puis bon, il a dit, et il a oublié même. Mais quelqu'un d'autre t'a tué parce que ce quelqu'un-là avait réellement quelque chose avec toi. On ne viendra pas le prendre. Mais c'est une piste qu'on peut explorer. On peut lui demander que telle date, tu avais dit ça, pour voir un peu si c'est lui ou bien c'est pas lui. Pendant ce temps, les enquêtes courent. Mais on va trouver le vrai coupable. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas. Bonsoir, ma grande Sonaki Sonak, la grande combattante. Le deuxième cas, je dis, je vais te tuer. Mais je ne me limite pas aux mots. Je ne me limite pas aux mots. Après les mots, je pose des actes pour te prouver que effectivement, ce que j'ai dit, ça vient de mon cœur. Que je veux vraiment te tuer et donc je pose des actes pour pouvoir te tuer. Là, il y a la relation entre ce que tu as dit et les actes que tu es en train de poser. Ils sont en train de me dire qu'effectivement, tu dis, tu es dans ton sérieux, comme on peut le dire, que tu veux vraiment me tuer. Mais c'est la même chose. Quand le ministre Kone Kantina dit qu'on va combattre Charles Blé Goudé et le COJEP, et après, un autre cadre du PPAC, il fait un meeting, ce que le COJEP n'a jamais fait. Il fait un meeting et il dit que Charles Blé Goudé a été envoyé à La Haye pour faire condamner Gbagbo, pour témoigner contre Gbagbo. Et comme Gbagbo n'est pas mort, il veut tuer Gbagbo. Est-ce que ça là, il y a 1000 manières de dire que effectivement, ils veulent, du moins ça, ils sont dans un projet, soit d'élimination physique, ou même de salir, de détruire l'image de Charles Blé Goudé, y compris le COJEP. Donc, le COJEP n'a jamais fait une déclaration dans ce sens. Jamais. Et avant l'arrivée de Charles Blé Goudé en Côte d'Ivoire, il envoie le vice-président Bly Roselin avec une délégation qui portait un courrier. Ça a été, on a vu ça, nous tous. Mais avec ça, les mêmes encore sortent pour dire que Charles Blé Goudé n'a jamais demandé, il n'a jamais demandé à rencontrer Gbagbo. Et ça continue. Avec celui qui a chanté « Cabrimo n'a pas peur de couteau », Serge Kassi. Gbagbo lui aurait dit que Charles Blé Goudé n'a jamais demandé à le rencontrer. Donc la question est, qui bloque les courriers? Bonsoir maman, merci beaucoup. Merci maman. Vous comprenez? Qui bloque les courriers? Mais ça, ce sont des actes, ce sont des faits qui nous conduisent directement. Parce que quand les gens disent que les opposants opposés à l'opposition, mais c'est faux. Vous l'avez dit, et vous le faites. Charles Blé Goudé rentre. Il fait une campagne de sensibilisation, comment on appelle, de réconciliation. Les mêmes disent que Blé Goudé ne doit pas faire de campagne de mobilisation. Je vais même loin. Charles Blé Goudé a dit, en tant que leader, il se considère responsable pour ce qui s'est passé, pas pour comment on appelle, le problème même. Mais des gens sont morts. Il a appelé des gens, les gens sont morts, il demande pardon. Il a été incompris, il demande pardon.
Au président Laurent Gbagbo, on lui a demandé que Charles Blé Goudé a demandé pardon. Et vous, que pensez-vous? Il a dit clairement qu'il n'est pas Charles Blé Goudé. Il ne parle pas comme Charles Blé Goudé. Il est un chef d'État. Il a été un ancien chef d'État. Et que lui, c'est la justice. Ah, bravo. Ça, c'est bien dit. Il demande la justice. Ça, c'est bien dit. Il demande la... Oui, il n'est pas Charles Blé Goudé. Il ne sera jamais Charles Blé Goudé. Il demande la justice. Bonsoir, Olga. Merci bien. Ok. Mais on est dans ça. Charles Blé Goudé faisait ses tournées. Mais on se moquait de lui. Là, je réponds directement à Steve Biko, qui dit aujourd'hui que ils sont en train de profiter de, comment on appelle, de la réconciliation que Charles Blé Goudé avait demandé. Que, voilà, on se moquait de lui. Il se pavane, c'était des mots qu'ils utilisaient, il se pavane en train de dire qu'il fait réconciliation. Mais Steve Biko doit savoir que quand on finit de dire ça, où on sait que la réconciliation est une bonne chose, on ne se moque pas de celui qui la porte. Sinon que ça devient de l'hypocrisie. Ça devient de l'hypocrisie. Si vous savez que quelque chose doit vous profiter, à vous aussi, il faut encourager. Mais on ne peut pas tourner en dérisoire ce que l'autre est en train de faire et quelques mois plus tard, dire que non, on se met avec tel parce que toi, tu nous avais demandé de nous réconcilier. Tout ça là est de la mauvaise foi. Les critiques de Charles Blé Goudé envers Guillaume Soro sont justifiées. Et Charles Blé Goudé n'a jamais dit qu'il est fâché parce que vous vous mettez avec chose. Ça encore, c'est une propagande qui ne sait pas à qui ça sert. Mais c'est tout un mensonge. Charles Blé Goudé a dit simplement que je ne peux pas m'associer avec lui là. Parce qu'on n'a pas la même vision de voir les choses. Il n'a pas changé d'un seul iota. Mais est-ce qu'il a menti quand on va dans les faits? Sachant que après l'attaque un coup d'État manqué du 19 septembre 2002, qui s'est mué par la suite en une rébellion, et que Charles Blé Goudé est rentré. Il a été dans tout ce combat-là. Il a mené des démarches pour qu'il y ait la réconciliation. Les vidéos en parlent toujours. Il a été dormi avec celui-là même, on dit, il mangeait la chair humaine. Nous, on ne l'a pas vu, mais c'est ce qui se racontait. Mais il allait dormir avec lui. Il a tout fait. Après ça, lui, Guillaume Soro, il devait être nommé. Quand le président Laurent Gbagbo est venu à Kléber, les Ivoiriens, on l'a accompagné à l'aéroport. Parce que pour nous, Laurent Gbagbo, qui est un homme dur, ne va jamais céder à ce qu'on va lui imposer. Ça, c'était dans notre esprit. Donc, on a accompagné notre Widi à l'aéroport. Il est parti. Et depuis là-bas, on a appris que le président Laurent Gbagbo a cédé. Quand il est rentré, il fallait quelqu'un pour le soutenir. Parce que un seul mot fait basculer tout. Quand il était là-bas, là, à Kléber, où il a été forcé, où De Villepin l'a forcé à signer des papiers, là, et il a signé. Il fallait encore quelqu'un pour donner
pour l'aider dans cette lutte-là. Parce que là, il se voyait dans l'esprit de Gbagbo, on pouvait rentrer dans l'esprit de Gbagbo pour voir que il se disait qu'il a trahi son peuple. Mais réellement, c'est ça, c'est une trahison. Parce que ce pourquoi on l'a accompagné là, c'est pas ce qu'il a fait. Mais le président Charles Blé Goudé a mobilisé, a sensibilisé, a parlé. On a soutenu le président parce qu'on s'est dit quoi? Là où il est là, il n'est pas en Côte d'Ivoire, il est ailleurs. Donc, si on l'a obligé à signer des papiers, on peut l'accepter. On a accepté. La nomination de Soro Guillaume a été soutenue par Charles Blé Goudé. Il a fait campagne pour qu'on puisse accepter Soro comme notre frère. Pourquoi il a fait? Parce qu'il se dit qu'on peut se tromper une fois. Donc, le frère s'est trompé. Donc, s'il est dans le gouvernement, il va comprendre maintenant. Et puis, bon, cette histoire de rébellion, il va laisser passer. Il n'y avait pas deux personnes qui ont fait la campagne pour que comme on appelle Soro Guillaume puisse être accepté comme ministre dans le gouvernement. Premièrement, ministre de la communication d'abord. Après, il est devenu ministre jusqu'en 2007, il est devenu premier ministre. C'est encore Charles Blé Goudé. Mais Soro Guillaume était aimé. Nous qui parlons là. Soro Guillaume a créé ce qu'on appelle, parce que c'est lui qui était chargé d'organiser les élections. Comment on appelle l'institution dans laquelle, où j'ai été recruté. Voilà. Il y avait la CEI et puis il y avait l'autre institution. Nous, on était là pour superviser. Nous, on était là pour superviser. Vous comprenez? Donc, c'est encore Charles Blé Goudé qui a fait accepter Soro comme premier ministre, comme un frère. Il ne le fait pas parce qu'il cherchait à le corrompre, mais il le faisait parce qu'il se dit que l'intérêt que nous poursuivons là, c'est la Côte d'Ivoire. Et que même quels que soient les problèmes que nous avons, on peut s'asseoir, on peut se parler, et puis ces problèmes-là, on peut trouver une solution ensemble. C'est Charles Blé Goudé qui a fait aimer encore Guillaume Soro. Et il était respecté. Depuis quand que Guillaume Soro est devenu Premier ministre, il était respecté, monsieur le Premier ministre. On était tous contents parce que qu'est-ce qu'on voulait? La fin de la guerre. Qu'est-ce qu'on voulait? La fin de la rébellion. Et que les Ivoiriens s'asseyent, qu'ils se parlent en fait. Mais malgré ça, Guillaume Soro a joué le double jeu pendant qu'il était à la tête du gouvernement et qu'il devait organiser, conduire les élections, faire de bonnes élections. On l'a retrouvé encore dans la République du Golfe, où il a fait des déclarations. Des déclarations qui ne plaisaient même pas du tout. Et ces déclarations ont abouti à quelque chose. Il y a eu mort d'homme. Il se glorifiait de ça. Il était content. Et ils ont dirigé le pays depuis lors, 2011 jusqu'en 2017. Ils ont dirigé le pays. Il a été premier ministre encore de Alassane Ouattara avant d'être président de l'Assemblée nationale. Nous ne savions pas leur contrat. Mais c'est à Soro qui est devenu nous dire que le contrat là, c'était que Ouattara a 2 mandats et lui, l'autre mandat, c'est lui qui l'assurait. C'est ce qui n'a pas été respecté. Bon, il a un problème de pouvoir. C'est ça. Quand il est venu ici en Europe, il menaçait. Il ne parlait même pas de discours. Il menaçait. Il était dans cette position. À quel moment Soro Guillaume a aimé le peuple de Côte d'Ivoire pour changer subitement, pour voir que, oui, le peuple est en train de souffrir, donc c'est pourquoi je me mets du côté du peuple. À quel moment? Si Ouattara lui avait donné, c'est-à-dire que le 3e mandat qu'il est en train de faire, là, il dit, bon, ok,
j'ai fini mes 2 mandats, viens. Est-ce que Soro Guillaume allait penser une fois que vous existez? Est-ce que Soro Guillaume allait penser une seule fois que vous êtes en train de souffrir? Il a son pouvoir. Quelqu'un qui était Premier ministre, qui voyait comment le peuple de Gagnoa, il n'est pas allé ailleurs. Il n'est pas allé tenir un discours guerrier ailleurs. Il allait expressement à Gagnoa pour aller tenir un discours guerrier là-bas. Il ne regrette pas d'avoir fait tomber Gbagbo. Et que celui qui s'amuse, c'est Guillaume Soro qui l'a dit. Parce qu'il avait le pouvoir, il a dit garde-corps, l'armée, tout était là. Tout était... Donc, il était là, gonflé. Un homme comme ça, là, on se méfie de lui. Donc, quand Charles Blé Goudé parle de ça, il n'est pas en train de dire que il est fâché. Mais vous êtes en train de créer un problème. Et moi, je veux que vous enregistrez ça. Pour qu'on puisse rappeler ça à vos enfants. Parce que nous, peut-être dans combien d'années on sera vieux. Vous puissiez montrer, vos enfants puissent voir ça, que ceux qu'on appelle, ceux qui luttaient au sein du COGEP là, voici le combat qu'ils ont mené. Mais les gens n'avaient pas compris. Nous, aujourd'hui, nous sommes dans les conséquences. Un homme qui ne voit que le pouvoir. Et à quel moment il vient vers vous? Récemment, là, après qu'il y ait eu un échec, où il allait au Ghana, où il a voulu que, voilà, faire encore rediscuter avec Ouattara, tout ça là, et que les gens de Ouattara ont dit non, niet. C'est là maintenant, il voit qu'il faut se tourner ailleurs. Vous pensez que Soro Guillaume, lui, il vient pour votre histoire de trop c'est trop? Soro Guillaume ne vient pas pour votre histoire de trop c'est trop. Il vient avec des calculs. Si je me mets avec ceux-là, la première des choses, si il gagne les élections, mon exil prend fin. Donc je peux rentrer en Côte d'Ivoire. Ils vont me faire confiance pour un certain moment. Comme je les connais là, ils vont me faire confiance pour un certain moment. Et deuxièmement, après je me réorganise. Comme je sais si bien le faire, s'il n'y a pas la part du gâteau, je les renverse et je suis au pouvoir. Voici les calculs de Soro. Vous croyez qu'il est dans votre histoire de trop c'est trop? Lui, son trop c'est trop là. Je vais vous expliquer ça. Quand le GPS dit trop c'est trop aussi, ça dit que le trop c'est trop de Soro, il a trop duré en exil. C'est ça son trop c'est trop. Il est fatigué d'être là-bas. C'est ça qui est son trop c'est trop. Il faut qu'il rentre. Parce que même si tu es ailleurs, qu'on s'occupe de toi, et tu n'es jamais à l'aise. Je l'ai une fois dit, on est ici, mais quand tu n'es pas en contact avec tes racines, c'est comme si tu n'es rien. Tu peux avoir la richesse du monde, mais tu n'es pas en contact avec tes racines, tu n'es rien. Bon, je ne sais pas si ça se ressent chez les autres, mais pour nous autres, c'est comme ça. Tu as envie d'être en contact avec tes racines, aller dans ton village, dans ton quartier où tu te promenais, là où tu t'asseyais, tout ça là, tes amis, tu as envie de les voir, échanger. Là, tu te sens mieux. Même si tu peux faire aller-retour chaque semaine, tu vas le faire. Voilà le problème de Guillaume Soro. Donc, dites à Steve Biko que peut-être il le fait pour plaire à ceux qui aiment applaudir. Parce que eux, ils sont là pour applaudir. Aucune analyse de leur part. Aucune analyse de leur part. Ils applaudissent pour applaudir. Mais ils ne comprennent pas que ils sont en train de mettre en terre une graine qui va donner des fruits très amers demain. Ils mettent en terre une graine qui va encore, non, il faut que j'utilise le mot encore, qui va encore donner des fruits très amers. Parce que c'est au partage du gâteau là, chacun, on saura qui est vraiment dans quoi. Et comme nous, on connaît l'homme déjà,
nous lui-même, il s'est plusieurs fois montré que c'est lui. On se méfie. Donc, quand on dit le pardon ne veut pas dire que je t'ai pardonné, mais je ne te mets pas dans mon lit. Je t'ai pardonné, mais je ne te mets pas dans mon lit. Si tu veux bien comprendre, Steve Biko. Je t'ai pardonné, mais je ne partage pas mes secrets avec toi. On peut se retrouver autour d'un garbadrome, d'un alocodrome, dans un, je ne sais pas, cabaret, mais mon verre est loin de ton verre. Parce que je t'ai pardonné, mais je ne te fais pas confiance. Donc mon verre là, il sera à des lumières distance de ton verre. Parce que je ne sais pas ce que tu es en train d'imaginer. Tu m'as plusieurs fois montré que tu n'es pas avec moi. Malgré tout ce que j'ai pu faire pour toi, mais tu me démontres que non, tu es un repoussoir pour moi. Donc, dites ça à Steve Biko. Il veut plaire, il veut que les laudateurs continuent d'applaudir. C'est leur travail. Parce que chacun a son travail sur cette terre. C'est leur travail. Mais qu'ils sachent aussi qu'ils sont en train de mettre en terre une graine qui va donner des fruits très amers. Des fruits dangereux. Qu'on ne pourra même pas consommer. Pour leur dangerosité. Parce que ce sont des fruits qui tuent. Voilà. Et quand on parle, on veut que les gens ouvrent les yeux. Parce que quand tu aimes une personne que tu parles, c'est parce que tu aimes la personne. Quand Charles Blé Goudé parle, il dit « Je n'ai aucun problème avec Gbagbo ». On va fermer les yeux là-dessus parce que bon, il s'agit de lui. Mais voici des exemples qui sortent. Voilà. Si moi j'ai publié la lettre de Don Melo, ce n'est pas parce que je souhaite qu'il y ait un problème au sein de votre parti. Moi, je ne gère pas ça. Mais je mets en évidence ce qui se dit. Que autour de Gbagbo, il y a un problème. C'est ça que je mets en évidence. Sinon, ce n'est pas le contenu qui met. C'est pas le fait. Je ne sais pas si vous comprenez. Ce n'est pas pour montrer que, oh bravo, il y a un problème entre eux là-bas. Oh, ce n'est pas ça que je suis en train de faire ressortir. C'est pourquoi je dis, vous me lisez sans me comprendre. Parce que vous n'avez pas cet esprit qui va vous faire voler plus haut que ce que vous voyez. Vous n'avez aucune analyse qui vous emmène plus haut que ce que vous voyez là, devant vous. Donc vous me lisez sans me comprendre. Cette lettre qui a été donnée en apathie, à main propre, entre 2 personnes, 3 personnes, et la lettre se retrouve sur les réseaux sociaux. Et d'abord dans un journal de l'opposition et du parti au pouvoir. Un vrai homme, avec tous ses sens, doit se poser la question de savoir, mais comment la lettre que quelqu'un a remise à une autre personne à main propre, devant une tierce personne, se retrouve dans le journal d'un parti qu'on combat. Qui a fait ça? Cette question-là, on ne la pose pas. Et donc, pour reconsidérer votre position, que ce que les gens disent là, c'est ça, hein? On ne veut pas l'accepter. Vous croyez que c'est Gbagbo qu'on combat? Si on lance des pics, ça dit de la manière vous lancez des pics à Charles Blé Goudé pour lui faire mal là. Mais c'est la réponse qu'on donne. Sinon, en réalité, ce n'est pas Gbagbo qu'on vise. On ne vise pas Gbagbo. Parce que quand tu analyses l'homme, son départ, quand il est rentré dans la politique, et quand il était au pouvoir, ses prises de position, tu sais qui il est quand même. Donc tu ne peux pas l'attaquer comme ça.
Nous parlons de sa responsabilité. Sa responsabilité. De père ou bien de leader charismatique. C'est de ça. C'est pas Gbagbo qu'on vise, hein, mais c'est pour vous ouvrir les yeux. Parce que vous accusez les autres à tort. Vous les accusez. Don Melo, qui a une tête pensante, qui est à côté de Gbagbo, qui analyse une situation, mais dans tous les partis, ça se fait en interne. Il fait une proposition. Il ne dit pas, il ne vient pas même mettre en cause, mais ça dit en aparté, parce que pour lui, en donnant cette lettre au président Laurent Gbagbo, ce courrier au président Laurent Gbagbo, il va le lire. Il lit le courrier, il va réfléchir, il va convoquer un cercle restreint là, et il dit, bon voilà, et que bon, est-ce qu'on ne peut pas voir d'autres pistes? C'était un aparté. Qui a publié la lettre? Ce courrier-là, qui l'a publié? Quand on vous montre la lune, ne cherchez pas à voir la longueur de nos doigts ou ne cherchez pas à compter nos doigts. C'est pour vous amener à réfléchir. Personne ne déteste Gbagbo. Parce que quand on regarde, on sait que Gbagbo a été induit en erreur. Et depuis le début, nous le disons. Depuis même que ça a commencé avec choses, comment on l'appelle, Afin Guessan. Nous tous, on était dedans. Mes vidéos sont là. On a attaqué Afin Guessan. Mais à un moment donné, quand Afi a été refoulé, nous, on s'est rétracté. Parce que c'est ça, quand tu travailles, il faut faire travailler la tête. Quand Afi s'est déplacé et puis il a été refoulé, nous, on a commencé à se questionner, mais pourquoi? Tu es en palabre avec quelqu'un ou bien on dit des choses de quelqu'un et tu veux rencontrer la personne, on est d'accord et après on refoule la personne paie son transport jusqu'à arriver quelque part, on refoule la personne, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est comme ça, nous, on s'est rétracté, on a commencé à reconsidérer nos positions. Parce qu'on n'est pas quand même des animaux pour applaudir, tout, non? Donc, là, on avait déjà vu que Gbagbo a été induit en erreur. Parce qu'on sait qui est le père de Asseyons-nous et discutons. C'est Gbagbo qui le dit. Donc, si Gbagbo, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui repousse, mais ceux-mêmes avec qui il a travaillé, il ne peut pas les repousser. Humainement parlant, quand vous vous asseyez, vous comprenez. Parce qu'ils ne lui ont rien fait de mal. Il peut y avoir des incompréhensions entre eux. C'est normal parce que ce sont des humains. Mais il ne peut pas dire pour une incompréhension, ce n'est même pas qu'ils ont attenté à sa vie. Pour dire que comme ils ont attenté à ma vie, non, moi je ne veux pas mourir tôt ou bien à mes 80 ans là, je ne veux pas mourir tôt. J'ai encore 45 ans devant moi ou bien 20 ans devant moi, donc voilà. Mais des incompréhensions que Gbagbo peut régler à la seconde. Parce qu'on sait qu'il suffit qu'ils leur disent, bon, telle chose, ça passe. Voilà. C'est son entourage là. Si vous ne voulez pas ouvrir les yeux, n'ouvrez pas les yeux, mais c'est après vous allez voir. Peut-être par honte, ou même par orgueil, vous n'allez pas venir nous dire que oui, vous avez eu raison. Mais on était aveuglé par un fanatisme, c'est pourquoi. Donc voilà un cas palpable de Awa Don Melo. Mais si moi, est-ce que vous savez ce qui se dit entre nous et Charles Blé Goudé ou bien nos responsables? Mais dans un parti, il y a toujours des reproches. Ça, on dit la démocratie. Ça, on dit, même si ce n'est pas une question de démocratie, mais dans toute famille normale, il y a des reproches qu'on peut se faire. Ou bien des propositions. Awa Don Melo, quand il fait cette proposition-là, c'est une proposition, mais vous avez constaté quoi? Son nom a été retiré même de la liste de ceux qui ont été invités. La chose. Donc nous, on n'a pas un problème.
Ça dit que, en tant que tel, avec Gbagbo. C'est comme pour nous, Gbagbo était encore en prison. Donc, normalement, à partir de maintenant, on pouvait même faire des postes libérer Gbagbo. Ce sont des postes comme ça, libérer Gbagbo. C'est l'entourage là qui a fait. Voilà. Sinon, comment Gbagbo qui a dit que il n'est pas Charles Blé Goudé, il ne parle pas comme Charles Blé Goudé, et donc lui, il ne peut pas demander pardon. Il prend quelqu'un qui a porté le sabre, qui a tué ses frères, ses Ivoiriens, qui a fait violer des femmes, qui a égorgé des gendarmes. Il fait un rapprochement. Ça dit que un retournement à 380 degrés. Maintenant, si celui-là, il prenne le pouvoir, parce que Gbagbo a dit que lui, c'est la justice. Il demande justice. Va-t-il demander justice à Soroguem? Ou bien Soroguem aussi, n'est-il pas conscient que demain, on peut dire il faut la justice? C'est ça qu'on appelle un jeu de dupes. C'est pourquoi je dis que la graine qu'on met en terre actuellement là, c'est pour qu'elle puisse produire encore des fruits dangereux pour le peuple du Côte d'Ivoire. C'est une question d'analyse pertinente et en dégager des perspectives qui nous permettront d'éviter d'éventuels problèmes demain. Charles Blé Goudé n'est pas en train de pleurer pour quelque chose. Voilà. Il ne pleure pas. Et s'il pleurait, il pleure pour le peuple ivoirien. C'est ça aussi. Si Charles Blé Goudé pleurait vraiment, parce que Soroguem, vous l'avez pris, il pleure pour le peuple ivoirien, qui est naïf dans tout ça, qui est conduit par un fanatisme, et donc qui ne peut que écouter et applaudir ceux qui parlent. Et eux-mêmes, ils ne peuvent pas faire une analyse pour dire que, attention, est-ce qu'on n'est pas en train de nous conduire dans le mur? Donc, s'il pleurait, il pleure pour ce peuple. Il ne pleure pas pour quelqu'un d'autre. Parce qu'il n'est pas, non. Lui-même, il a dit que je ne viens pas là où il y a quelqu'un qui est comme ça. Il ne vient pas là. Ce sont ses principes. Et moi, ce sont mes principes. C'est ce qu'on doit comprendre. Il ne s'agit pas de dire que, non, vous avez demandé la réconciliation. Mais oui, il a demandé la réconciliation, on a demandé, ça on l'assume. Mais je n'ai pas dit qu'on demande la réconciliation pour venir mettre un criminel dans mon lit. Pendant que je suis en train de dormir, si ces esprits de criminels se lèvent, ils m'arrachent la tête. Mais je vais le tenir à distance pour mieux le surveiller. Alors on se voit, on se salue, on cause, c'est tout. C'est de ça qu'il est question. Donc, vos communications, sachez les faire. Voilà. Prenez note. Ce que nous disons aujourd'hui, là, nous, on est sûr que demain, on verra ça. On est sûr. Un troisième élément, il est reproché au président Charles Blé Goudé de, je sais pas, ouais, on dit, il est très impoli. Et c'est pas ce que ça veut dire en politique. Et c'est pas. D'abord, regardez le tempérament de Charles Blé Goudé. Moi-même, je suis quelqu'un, je crie quand je parle. Mais ça ne veut pas dire que je suis en guerre contre toi. Non. Lui, c'est sa façon de parler. Il a pu sur les mots.
Il appuie sur les mots. Là où quelqu'un peut te dire, quelqu'un qui parle doucement comme ça, peut te dire imbécile, et puis bon, ça ne te dit rien. Quand Charles Blé Goudé te dit imbécile, tu vas te pendre. Et il y a des personnes comme ça, c'est sa nature. Et c'est quelqu'un qui dit des choses telles qu'elles sont. Il ne sait pas les maquiller. C'est-à-dire, le côté diplomatie, là, c'est pas encore chose. Il ne sait pas les maquiller. Il les dit telles qu'elles sont. Voilà tout son problème avec vous. Là où vous voudriez qu'il mente pour le plaisir, c'est-à-dire juste pour le plaisir, là, il dit les choses carrément. Je prends un exemple. Et toujours, avant que lui ne parle, c'est qu'il y a quelqu'un qui a déjà parlé. Et publiquement, pas dans une chambre. On l'a déjà écouté, mais on ne fait pas attention. C'est pourquoi j'ai pris l'exemple de celui qui dit imbécile doucement, ça ne fait pas mal que celui qui va dire imbécile en appuyant le mot. On prend le cas de Herman Aboua. Il a cité Herman Aboua quand il était en train de faire son interview avec Vergès. Il a pris un exemple. Et Herman Aboua, il était avec nous, on était dans la cape, et puis bon, le lendemain, il a dit que bon, voilà, on l'a laissé. Et ça, il faisait référence justement à la question par rapport à la signature d'un front commun du PDCI avec le PPAC. Et il y a eu une réaction. Donc, Vergès a reposé la même question. Il voulait tout simplement dire que, oui, on est dans une coalition. C'est vrai, ce sont des partis, tous les partis sont autonomes, sont indépendants. Si un parti doit aller signer, mais quand même, on est ensemble. On peut nous dire, bon, j'ai telle chose. C'est tout ce qu'il a dit. Mais en prenant en exemple Herman Aboua. De suite, bonjour Kojab Kidiga. De suite, ça a été mal interprété. Parce que d'abord même, Herman Aboua, lui, il est sorti pour dire qu'il ne sait pas d'où sort tout ça. C'est-à-dire qu'il a lui-même oublié qu'il est passé même avant Charles Blé Goudé sur sa propre chaîne, Live TV. Où lui, il a expliqué les conditions. C'est-à-dire de la manière Charles Blé Goudé a parlé là. C'est la même chose. Il n'y avait pas de différence. Lui, il a expliqué, il est même rentré dans les détails. Donc, pour celui qui est intelligent, il comprend. Son patron ne l'a pas appelé pour dire que bon, choisir entre tel et tel. Il a parlé de façon diplomatique pour qu'il puisse comprendre. Il a compris. Donc, il a dit que bon, ok, je ne peux pas mouiller mon pain. Donc, je laisse ici. C'est ce qu'il a fait. C'est ce que Charles Blé Goudé a dit. Mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite? On dit que il veut gâter, comment on appelle, le travail de Charles et de Herman Aboua. Il allait salir le monsieur, ce que le monsieur n'avait pas dit. Alors que Herman Aboua lui-même, il est passé sur Live TV, expliquer les choses comme ça d'abord, avant même, plus tard, il ne sait pas combien de jours plus tard, ou bien combien de semaines plus tard, Charles Blé Goudé n'en parle. Mais ça fait un tollé. Parce que bon, Charles Blé Goudé a pris un exemple. Simplement un exemple. Ça fait un tollé. Même la question du PDCI a signé avec chose. Charles Blé Goudé n'a pas fait une conférence de presse pour montrer que telle chose. Il lui a été posé une question. Une question. Il a répondu à la question. Et ce sont les journalistes qui lui ont posé la question. Par contre, avant qu'il ne fasse cela, il y avait un membre même de la CAP Côte d'Ivoire qui a appelé les journalistes. Venez, je vais vous dire ce qui se passe dans CAP Côte d'Ivoire. Qui a parlé de dictature, qui a parlé de tout. Ça là, les Ivoiriens n'ont même pas vu. Ça dit que, non, ça ils n'ont pas vu. Mais ils attendent une seule personne, Charles Blé Goudé, qui va dire que on ne nous a pas informés, on a appris ça. Et avant même que Charles Blé Goudé ne dise ça, Cap Côte d'Ivoire même, par la voix, a eu un communiqué
Dans le communiqué, il a été dit que nous avons appris comme tout le monde. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire ici en français que ils sont en train de dénoncer un peu le fait qu'ils n'ont pas été avisés. Et plus encore, quand vous rentrez, vous lisez tout, ils disent que ce sont les mêmes revendications. Donc ça veut dire quoi? Si le PDCI devait aller signer le Front commun, au moins il leur dit que bon, je m'avais signé, mais ce sont les mêmes revendications, puis c'est tout. Ils ont lu le communiqué de la CAP Côte d'Ivoire, ils ont écouté le monsieur aussi qui a parlé. Ça n'a pas fait de tollé. Mais il a suffi que Charles Blé Goudé dise que oui, c'est vrai, le PDCI a signé le Front commun, seulement ce que je déplore, c'est qu'on n'a pas été informé. Point. Il a suffi ça pour que on puisse dire que voilà, c'est lui le diviseur. Mais ceux qui ont fait conférence, celui qui a fait conférence de presse pour dire qu'il y a eu la dictature, pour dire que le PDCI a forcé, a pris la tête de comment on appelle, de la Cap Côte d'Ivoire avec la force sans qu'il y ait élection. Tous ceux-là, ils ne sont rien. Eux, ils ne sont pas des diviseurs. Mais Charles Blé Goudé qui a simplement dit qu'ils auraient dû nous informer là. C'est lui qui est le diviseur. Merci, Kojab Gidiga. Vous comprenez? Nous, on parle pour vous ouvrir les yeux. Le problème n'est pas un problème politique. Peut-être qu'ils ont un problème personnel avec Charles Blé Goudé. Peut-être. C'est eux seuls qui le savent. Mais nous disons que cette génération à laquelle nous appartenons, nous ne faisons pas de la soumission. Mais aussi, ce n'est pas aussi de la défiance. Nous demandons simplement que, effectivement, c'est de la malhonnêteté politique. Effectivement, Kojab TV Gidiga. Effectivement, nous demandons que on tourne cette page-là de la violence, mais de la plus belle manière, pas dans les compromissions, parce que les compromissions rattrapent après. Et c'est cette vérité-là que les gens ne veulent pas attendre. Donc comment il faut faire pour salir l'image de Charles Blé Goudé? Il faut dire que non, il est au restaurant, Bakongo avait dit ça, alors que le même Bakongo a dit que c'est Ouattara qui a libéré Gbagbo. On ne va pas parler de ça. Parce que là, on dit que c'est Ouattara qui a libéré Gbagbo, ça, c'est pas important. Mais ce qui est important, Ouba Kongo a dit, Charles Blé Goudé est avec nous au sens propre, au sens figuré. L'intéressé, l'accusé même, ou bien l'intéressé même, à poser des questions à choses. Mais il faut avoir une intelligence pour comprendre que quand tu repousses celui que tu ne devais pas repousser, mais celui qui veut aussi que... qui ne veut pas être emmerdé ou bien qui veut franchement qu'il y ait la division, mais lui, il vient, il jette le pavé dans la mare. Il crée le doute dans vos têtes parce qu'il sait que vous êtes toujours émotif. Voilà, aucune analyse à votre niveau. Tout ce qu'on vous raconte, une fois ça vient de vos leaders, c'est la vérité. On ne se remet pas en cause, on ne se pose même pas, on ne s'arrête pas. J'ai parcouru des kilomètres. Mais où est-ce que je vais? Parce que je ne vois pas où je vais là. Je vais où? Je m'arrête pour poser cette question. Il n'y en a pas chez vous. Donc, c'est ce que j'ai voulu dire. Répondre à Steve Biko, lui dire que oui, la réconciliation, nous la voulons. Mais ce n'est pas de cette façon. On a dit la réconciliation, on n'a pas dit qu'on va se coucher avec un rebelle dans un même lit. Mais qu'est-ce que vous dites, vous qui avez souhaité qu'il y ait la justice? La justice est-elle faite? Ou quand vous allez finir, vous êtes élu par exemple en 2025, allez-vous juger Guillaume Soro ou bien vous allez
vous allez je sais pas, le gracier ou bien l'amnistier, comme d'habitude. Il faut donner ces questions, parce que peut-être il va vous poser ces questions-là. Est-ce que vous allez, voilà, quelle est la part du gâteau? Qu'est-ce que moi je gagne si je suis avec vous? Maintenant, que deviennent les parents des autres? Les victimes. Vous voyez, on est dans une hypocrisie totale. Et ceux qui sont lucides là, c'est eux qui sont pris pour cible. C'est eux qui sont pris pour cible. Ils ont de ces raccourcis pour ne même pas réfléchir. Les opposants opposés à l'opposition. C'est vous qui êtes les opposants opposés à l'opposition. Parce que nous, on n'a jamais fait de déclaration pour vous dire qu'on va vous combattre. C'est vous qui avez fait une déclaration. Vos déclarations sont suivies des actes. Vos déclarations sont suivies des actes que vous posez. Mais nous, quelle déclaration avons-nous fait? Nous sommes dans une position de défense. Ce que vous dites là, on vous dit à chaque fois que ce n'est pas ça. Poutine sans femme. Vous voyez, c'est ce qu'on vous dit. Quand vous dites quelque chose, on vient pour démentir. Je ne sais pas où sont rentrés vos... je ne sais pas, Chris Yapi ne ment pas. On vous a... qui est encore là? Vous avez crié, vous en avez cherché tellement. Et vous partez chercher encore un autre qui est dans sa voiture, qui ne sort jamais de sa voiture. On ne sait même pas si c'est dans la voiture, il dort, il se douche, il fait la cuisine, on ne sait pas. Des menteurs que vous ramassez. Vous voyez? Même quand ce courrier est sorti, quelqu'un est venu me dire qu'il est venu nous insulter. Il est venu me dire que de ne pas transposer la mauvaise éducation que j'ai reçue de ma mère sur les réseaux sociaux. Moi, je n'ai pas répondu. Il y a un camarade qui lui a répondu. Moi, je n'ai pas répondu. Après, on donne la confirmation qu'effectivement, Don Melo a donné le courrier, mais à main propre au président Laurent Gbagbo. Il n'a pas été capable de venir s'excuser pour dire que, vraiment, toutes mes excuses. Ça veut dire quoi? Votre fanatisme vous conduit à des choses. Vous êtes aveuglément fanatique. Non, aucune analyse. C'est cela. Donc, pour récapituler, je suis intervenu sur des points principaux. Oui, le fameux Chris Yapi, il a disparu même. Il a dit que cette rencontre avec la CAP Côte d'Ivoire avec le RADP, pour moi, c'est une rencontre informelle. Parce que nous, on veut rencontrer le gouvernement. Le RADP n'est pas le gouvernement. Parce que le RADP ne peut pas remonter nos revendications à qui de droit. Parce que ce n'est pas dans leur intérêt. C'est ce que j'ai dit. Le deuxième point, c'est que si, effectivement, Charles Blé Goudé a fait le tour de la Côte d'Ivoire pour parler de réconciliation. Mais la réconciliation, ça ne veut pas aussi dire que quand tu te réconcilies avec quelqu'un, de mettre quelqu'un qui a plusieurs fois tenté de t'arracher la vie, le mettre dans ton lit. Ce serait se moquer de ta famille qui se lamentait, qui avait peur. C'est ce que vous devez savoir. Le troisième point, c'est que le fanatisme vous conduit à tout et donc vous ne prêtez pas attention. On vous a dit que autour de Gbagbo, il y a des gens qui ne sont pas, c'est-à-dire qui ne sont pas bien. Vous ne voulez pas comprendre ça. Mais avec le courrier de Don Melo qui est sorti, un courrier qui a été remis à main propre au président Laurent Gbagbo, qui se retrouve dans un journal d'un concurrent, c'est-à-dire du RADP, et qui se retrouve par la suite sur les réseaux sociaux, ça doit vous amener à comprendre que
il y a des gens qui veulent forcément étouffer Gbagbo. Parce que ce sont des propositions. Le monsieur ne s'est pas opposé à Gbagbo. Il a fait une proposition. Une proposition, on peut l'accepter ou ne pas l'accepter. Et quand on finit de l'analyser, on dit, bon, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Mais aujourd'hui, on le présente comme quoi? On lui a même trouvé une nationalité. Certains disent que, d'ailleurs, c'est un Guinéen. Il ne pèse rien dans le pays, là. Si s'est amusé, ça dit, je ne sais pas. Tout ça, là, c'est le fanatisme. La question qu'on devait se poser, qui a publié la lettre? Parce que ce soit le contenu de la lettre, et même la façon dont la lettre a été donnée, le courrier a été donné, ça veut déjà dire que celui qui a fait ça, il est très intelligent. Le contenu, dans le contenu, il n'a jamais dit que je ne reconnais pas Gbagbo et qu'il comment on appelle, il pousse Gbagbo ou bien il oblige Gbagbo à quitter la tête du maire. Il a fait simplement une proposition. Et à Gbagbo, pas à quelqu'un d'autre. Il n'a pas aussi parlé, le courrier n'est pas adressé au PPAC, à son parti. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans son subconscient, il se dit que il peut être écouté par le président Laurent Gbagbo. Donc, en aparté, il parle avec lui, lui donne un courrier qui est personnel, qui n'est pas un courrier d'un parti politique. Sa signature, dans sa signature, il n'a pas mis son titre en tant que vice-président du PPAC. Tous ces éléments-là vous échappent parce que vous n'avez pas ça. Vous êtes dans le fanatisme. Il a dit Awadon Melo. Ça veut dire quoi? C'est dans un cadre strictement personnel, amical, fraternel, ou je ne sais pas quoi. Il lui a remis. Et c'est à lui d'analyser pour voir comment les choses allaient se passer. Mais on fait sortir le courrier pour livrer le monsieur à la vindicte populaire, pour l'insulter, pour dire qu'il n'est rien, qu'il ne représentait rien. Celui qu'on nous avait présenté comme un intellectuel aguerri, très bien. Il est devenu la cible. Il n'est rien. C'est un Guinéen. On lui a trouvé une nationalité. Vous voyez, il y a un problème avec vous. Il y a un véritable problème avec vous. Si vous n'enlevez pas le fanatisme, vous ne savez pas faire la part des choses entre le fanatisme et comment aborder un sujet et voir où se trouve la raison, vous aurez toujours des problèmes. C'est ça. Donc c'est sur ces 3 points-là que j'ai voulu intervenir, pour que vous puissiez le savoir. Nous, au COJEP, on n'a jamais fait de déclaration qu'on allait combattre un parti de la gauche. On n'a jamais fait cette déclaration. Si vous nous voyez sortir, c'est pour vous répondre. Parce qu'on ne peut pas accepter qu'on nous attaque pour rien. C'est tout. Donc c'est ce que j'ai voulu partager avec vous. Merci, que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.